Salut les amis, alors nous voici de retour aujourd'hui pour reparler d'un livre qui sera La vie secrète des animaux de Peter Wohlleben. Désolée pour lui si je le prononce pas correctement, je sais que c'est un allemand d'après le contenu du livre, mais je suis pas une professionnelle de l'allemand. Alors c'est Nana qui me l'a conseillé. Elle me l'a même passé en me disant c'est mignon, tu vas voir, ça va te plaire. Bah du coup c'est pas vraiment, c'est même pas du tout, je sais pas pourquoi je veux faire des euphémismes. C'est pas une fiction, c'est des anecdotes d'un gars qui parle des animaux. La plupart des anecdotes c'est des choses que lui-même il a vécues, mais certaines c'est des choses qu'il cite. Dans ces cas-là, il y a les sources en fin de livre pour dire sur quel article il s'est basé pour raconter telle ou telle anecdote. Donc en gros, c'est des anecdotes pour montrer que les animaux ressemblent beaucoup plus aux humains que ce qu'on croit. Alors j'ai envie de dire, qui croit encore que les animaux sont des machines, etc. Enfin ça, c'est les thèses de Descartes. On n'en est plus là depuis des siècles en fait. Alors oui, vous trouverez toujours quelques gens complètement cons qui vont vous dire que les animaux sont comme des machines, etc. parce que c'est ce qu'ils ont envie de penser, parce qu'ils ont été, je sais pas, culpabilisés par des véganes un peu trop zélés ou ce genre de truc. Mais globalement, dès que les gens sont un peu sérieux, soit qu'ils sont un peu honnêtes avec eux-mêmes émotionnellement, sensibles, etc., ou soit qu'ils sont un peu scientifiques, un peu rigoureux, en général tout le monde est d'accord pour dire que les animaux ont des émotions, etc., similaires aux nôtres, quoi. Donc moi j'ai quand même l'impression que ce livre, il enfonce énormément de portes ouvertes, et que c'est pas super utile, et moi tout ce qu'il y avait dedans, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu, et pour certaines anecdotes, je les connaissais littéralement déjà, donc c'était pas foufou, mais après c'était pas non plus mauvais, ni pas sympa ni quoi, c'était moyen, donc voilà. Je vais évidemment y revenir point par point, même si, comme d'hab, quand c'est pas un roman, mes catégories vont un peu moins s'y prêter. Donc résumé, comme je vous ai dit, c'est des anecdotes, on peut pas vraiment résumer grand chose, à part que, comme je vous disais, l'auteur est allemand, donc tout ce qu'il observe, tout ce qu'il décrit, ça se passe en Allemagne. Il a l'air de vivre à la campagne, mais pas très loin de la ville, mais quand même vraiment à la campagne. C'est un gars qui a des chèvres, des chevaux, des lapins, des cochon, si je me souviens bien. Il a plusieurs chiens, donc il parle aussi d'anecdotes avec ses chiens, évidemment. Ça vous donne une idée, je pense, la campagne allemande, voilà, donc il peut nous parler de renards, d'écureuils, de pas mal d'oiseaux, etc. Je vais pas forcément être capable de vous citer tous les oiseaux. Ça donne une idée du contexte au niveau nature, mais sinon, il va nous citer des anecdotes ultra connues, comme celle de Coco ou celle des papillons qui avaient muté en fonction des bouleaux blancs et noirs, etc. Les pans, je crois que c'était des pans du jour, mais je suis plus très sûre. En tout cas, des papillons qui étaient d'origine blanc, et parce que les bouleaux étaient blancs et qui se camouflaient dessus, et qui sont devenus bruns parce qu'à un moment, il y avait tellement de pollution que les troncs des bouleaux étaient bruns, et que du coup, les papillons blancs se faisaient hyper facilement repérer sur les troncs, alors que les bruns passaient inaperçus, que du coup, les papillons sont tous devenus bruns, et que quand la pollution a baissé et que les bouleaux sont redevenus blancs, et ils sont redevenus blancs aussi. Ce genre d'histoire que franchement j'ai l'impression d'avoir entendu 50 fois depuis que j'ai la vingtaine. Voilà, donc l'utilité du livre est limitée, après c'est pas désagréable, et c'est très court, parce que j'ai fait ma dernière critique hier soir, et ce soir je suis déjà rendue pour en faire une nouvelle. Voilà, j'ai à peine l'impression d'avoir plongé dans quelque chose que pouf, c'est déjà terminé. Parce que vous savez que moi je préfère les livres longs aussi, donc ça aussi ça me rend un peu mitigée. Histoire, donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on est avec un gars, comme je vous disais, voilà, Allemagne, campagne. Il a des enfants, il vit dans une espèce de ferme entre guillemets, mais c'est pas son métier d'être fermier, donc c'est des animaux qu'il a plus parce qu'il aime les animaux que pour les manger ou quoi que ce soit. Donc oui, il a des poules aussi, mais c'est pour leurs œufs, il tue pas ses poules. Donc voilà, ça vous donne une idée, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, et voilà, du coup qui va être assez partial sur ce plan-là. Bon, on préfère quelqu'un qui est partial quand il est positif que quand il est négatif, donc ça c'est pas forcément un problème, même s'il y a des moments où ça manque un peu d'objectivité ou de scientificité, si je peux dire. Concept, le concept c'est de faire aimer aux gens les animaux, de leur montrer, voilà, ils sont comme nous, accorder-leur plus d'importance, estimer-les. Encore une fois, je pense pas que ce soit super utile, parce que je pense que les gens qui vont lire ce livre, ce sera des gens qui seront déjà convaincus. Des gens qui aiment pas les animaux, ils vont jamais lire un livre qui s'appelle La vie secrète des animaux. Donc je pense que les gens à qui ce bouquin serait le plus utile, ce seraient les ados qui aimeraient les animaux et qui seraient passionnés, etc. par les animaux, mais qui n'auraient pas encore eu par eux-mêmes accès à toutes ces anecdotes. Bon, après aujourd'hui avec internet je pense qu'il y a moyen, mais ça peut être une bonne compile pour quelqu'un qui en est dans les débuts, qui adore les animaux mais qui connaît pas encore grand chose. Donc je pense entre 12 et 18 ans ça peut sûrement être sympa. Après c'est vraiment ça devient vraiment anecdotique. Si vous avez envie de le lire, c'est pas mauvais, mais c'est un livre que j'aurais oublié dans 2 jours, je pense. Déroulement de l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue, mais c'est des chapitres avec des titres des fois un peu rigolos, des fois juste un peu évocateurs.
des petits titres sur soit l'animal dont ça parle, soit l'endroit dont ça parle, soit l'émotion dont ça parle. Donc c'est plein de petits chapitres. De temps en temps on nous cite des études scientifiques, mais la plupart du temps c'est vraiment juste des anecdotes, et l'auteur fait ses conclusions qui n'appartiennent qu'à lui, et il le rappelle souvent que c'est ses conclusions à lui et qu'on peut penser ce qu'on veut, mais bon voilà, hein, si on est là c'est que son point de vue nous intéresse. Après son point de vue il a l'air vraiment basé que sur du ressenti et un peu de l'évidence, et moi j'ai l'impression que tout ce qu'il dit justement est assez évident. Donc, mais c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un qui connaît rien aux animaux mais qui a envie de s'y intéresser, même dans les adultes, je veux dire quelqu'un qui a toujours vécu en ville, qui connaît que dalle, mais qui se dit tiens pourquoi pas essayer d'en savoir plus, ça peut être une bonne introduction, des anecdotes qui donnent envie justement d'en connaître d'autres. Mais voilà, ça s'adresse à des gens assez spécifiques je trouve. Bon, fin, il n'y a pas de fin donc j'aurais pas besoin de faire une catégorie spoil pour ce livre. Personnages, les personnages qui vont être importants c'est les animaux, parce que bon, l'auteur on va apprendre un peu à les connaître etc, mais c'est pas super important ou représentatif, et puis sa femme et ses enfants ils vont être mentionnés, mais pareil on connaît pas vraiment leur personnalité plus que ça. Et si vous voulez des anecdotes sur les animaux, rien qu'avec moi vous pouvez quand même constater que ma chienne fait toujours du bruit dès que je commence à enregistrer. Je peux vous assurer qu'elle tabasse pas sa gamelle toute la journée, ou qu'elle boit pas comme elle est en train de le faire toute la journée. C'est systématique quand je parle, et en particulier quand je parle à mon multipiste. C'est un peu de ma faute parce que mon multipiste il est à côté de sa place, du coup comme je suis à côté de sa place et que c'est pas mon emplacement habituel, elle doit trouver ça aussi un peu perturbant, donc elle se fait remarquer. Apparence, on n'a pas beaucoup, je trouve, de description des animaux. Je pense qu'on part du principe qu'on les connaît. On est vraiment sur des anecdotes par rapport à leur comportement ou leurs émotions. Non, il n'y a pas de description physique. Il y en a quelques-unes, parce qu'on nous parle d'un bulldog, il me semble, de sa tête écrasée et tout ça, mais bon, c'est vraiment anecdotique. L'apparence, donc il n'y en a pas vraiment. On nous parle plutôt de, par exemple, les paysages, les écosystèmes, et le fait que l'humain fasse des routes, des chemins, des choses comme ça, quelle influence ça a sur les animaux qui habitent là, etc. Comment eux ils le perçoivent. Après bon, c'est comment ils le perçoivent selon l'auteur, avec pas toujours des études à l'appui. Voilà, on sait apprendre avec des pincettes, mais c'est pas inintéressant, et je vous dis, pour les gens qui y réfléchissent pas, si les gens qui y réfléchissent pas sont d'accord pour lire ce livre, ce qui m'étonnerait, pourquoi pas. Mais vous pouvez éventuellement le lire et après leur citer les anecdotes. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Personnalité, bon du coup il y en a pas vraiment non plus, à part qu'on va vous essayer un peu désespérément de vous montrer que les animaux ont les mêmes genres de personnalité ou de sentiments ou d'émotions, etc. que les humains. Moi je pense que à la fois c'est vrai et c'est pas vrai. Je pense d'ailleurs que l'auteur a pas essayé non plus de dire le contraire, hein. Il dit que voilà, il est bien conscient que certaines fois on peut trop humaniser les animaux, mais que en même temps c'est pas basé sur rien, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est assez évident en fait. Oui, nos émotions sont différentes, mais oui, elles sont basées sur les mêmes choses. Dès le début, j'ai éclaté de rire dans le deuxième paragraphe du livre. Il nous dit oui. De la même façon que dans Windows 10, vous retrouvez des fonctions des Windows précédents, l'évolution a procédé par étapes, etc. Donc en gros, même si on considère que l'homme est plus évolué, il y a les mêmes systèmes chez les animaux qui fonctionnent de la même façon, avec les mêmes hormones. Donc on n'a pas de raison de penser que les émotions sont différentes. Alors le fait d'utiliser Windows 10 comme métaphore m'a vraiment fait rigoler, parce que je me suis dit, ce gars s'adresse à des geeks, après vous allez me dire tout le monde connaît Windows 10, hein, mais cette métaphore, en fait, le truc c'est que les gens ont plus de chances, je pense, après voilà, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais globalement dans la population, je pense qu'il y a plus de gens qui sont conscients que l'évolution justement existe, et qu'elle a procédé par étapes, et que du coup chez les animaux et chez nous il y a les mêmes fonctions, que de gens qui vont être capables de comprendre que aussi les systèmes d'exploitation ont évolué de manière progressive, et un peu par tâtonnement, etc. Et que du coup, bien sûr, qu'on retrouve des choses des anciens Windows dans le dernier, et inversement. Enfin, je pense que voilà, quand on fait une métaphore où la métaphore est potentiellement moins parlante que ce dont on parle à l'origine, c'est un peu bizarre. Pour moi, je suis pas sûre que cette métaphore soit la bonne. Alors moi, j'aurais été capable de la faire aussi, mais j'aurais été capable de la faire en m'adressant à des amis geeks, ou à vous, hein, si vous êtes sur YouTube. En général, les gens qui sont sur YouTube, c'est quand même des gens qui sont un minimum geeks, qui savent un peu ce que c'est que Windows et tout. Mais globalement, les gens qui lisent des livres, et qui lisent ce genre de livres avec des titres un peu simples et un peu putaclic, du genre La vie secrète des animaux, c'est pas forcément des gens qui connaissent l'informatique. Évolution, bon du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution, à part l'évolution des espèces, lol. L'univers et les créatures, c'est notre monde, comme je vous disais, Allemagne, voilà, des anecdotes d'un peu partout, mais on est quand même principalement basé sur l'Europe.
Même si on va nous parler des écureuils gris qui viennent des États-Unis et qui ont éradiqué les écureuils roux, non seulement parce que ils sont plus gros, plus forts et qui peuvent éventuellement les chasser physiquement, mais surtout parce qu'ils avaient des maladies que les écureuils roux n'avaient pas, et que du coup ils ont rapporté leurs maladies qui les ont décimés. Ça, c'était aussi un truc que j'ai déjà entendu des tonnes de fois depuis que je suis adulte, et peut-être même quand j'étais enfant. Il y a vraiment une majorité d'anecdotes qui sont hyper connues, hein. C'est un peu ce que je reprocherais à ce bouquin. Logique et cohésion, bon du coup il n'y a pas de problème, mis à part. Je pense que je peux vous spoiler que le dernier chapitre, c'est genre « Qu'en est-il de l'âme ?» Alors moi déjà, que je vous disais, les anecdotes je les connaissais déjà et que le mec citait beaucoup ses opinions et sans beaucoup citer d'études. Alors quand tu fais un chapitre sur est-ce que les animaux ont une âme, pour moi tu perds directement un point au moins en crédibilité quoi. L'âme c'est un truc abstrait qui n'a aucune réalité. Alors au final dans son chapitre c'est un peu ce qu'il dit, que lui-même il y croit pas vraiment, que bon, de toute façon même pour l'humain on n'a aucune preuve, mais que si on la définit comme la capacité de penser, eh ben on a plein de preuves que les animaux ils ont des capacités de penser. Alors oui, mais les gens qui croient en l'âme en général considèrent que la faculté de penser c'est l'esprit. L'âme c'est pas la faculté de penser non plus. Donc l'âme, voilà. Merci de nous expliquer ce que c'est. Ensuite on vous dira si les humains en ont ou s'ils en ont pas et si les animaux du coup en ont ou si les animaux en ont pas. Globalement les animaux ont à peu près les mêmes choses que les humains, juste avec des proportions différentes, comme le disait déjà Rousseau, donc c'est pas nouveau. Pour l'âme on peut en conclure ce qu'on peut en conclure. Les gens qui vont vraiment considérer que les animaux n'ont pas d'âme, si vous êtes créationniste et compagnie, bah du coup ça vous fera ni chaud ni froid que le mec vous cite dans son chapitre. Oui, l'évolution, comme elle a procédé par étapes, quand est-ce que l'homme préhistorique est devenu un homme, à quel moment ils ont une âme, à quel moment ils en avaient pas. Oui, ben si vous êtes créationniste, vous croyez juste pas à tout ça. Si vous pensez réellement que le monde a été créé pour l'homme, que les animaux sont des outils qui sont censés servir l'homme, je pense pas que vous croyez à l'évolution. Sinon, c'est vrai que les chrétiens, ils sont assez doués pour la gymnastique intellectuelle, donc peut-être que vous allez vous faire des compromis, mais dans ces cas-là, je pense que vous avez déjà eu affaire à cet argument qui est quand même hyper bateau et que du coup vous avez déjà fait votre soupe. Voilà, j'ai vraiment trouvé que ce chapitre extrêmement inutile et pour moi ça m'a... J'ai hésité à enlever un point pour ça, je me suis dit non parce que ça change rien à mon expérience, c'était qu'un seul chapitre, il était certes complètement inutile mais... ce livre était tellement court que je vais pas le juger complètement sur ça, mais pour moi ça a vraiment nui au sérieux du potentiel du truc. Et apparemment le mec a écrit le même genre de livre sur les arbres. Autant je trouve ça bien d'expliquer aux gens les fonctionnements des arbres s'ils sont pas assez au courant, que les arbres communiquent, que les arbres dorment ou ce genre de trucs. Qu'il y a des collaborations entre les champignons et les arbres, toutes les anecdotes qu'on peut savoir sur les arbres, c'est peut-être bien pour les gens qui les connaissent pas, mais il faut pas non plus trop humaniser les arbres. Je dis pas que parce qu'ils ont pas de cerveau, ils peuvent pas avoir une sorte de mémoire ou une sorte de réflexion, etc. Et justement, c'est très intéressant de voir en quoi quelque chose qui a pas les mêmes fonctions physiques que nous arrive à des résultats similaires. Je pense aux blobs, il parle des blobs à un moment dans un chapitre de ce livre-là, de la vie secrète des animaux. Du coup, il a mis les blobs chez les animaux. On sait pas trop où les ranger, donc... Mais les blobs, ils sont unicellulaires, et malgré tout, ils ont en quelque sorte une mémoire, ils ont quand même des goûts, ils se déplacent, ils font des trucs. C'est super intéressant. Après, justement, la douleur, entre guillemets, d'un blob, est-ce qu'on peut la comparer à la nôtre ? Oui et non. Forcément, il y a quelque chose de commun. Ce serait complètement de l'aveuglement de ne pas le voir, mais c'est quand même vachement éloigné, donc il faut pas... tout n'est pas noir ou blanc, là-dedans, on est vraiment dans le gris, et ça peut être bien de faire... de remettre en question les gens qui ont trop de certitudes, mais bon, comme je vous disais, je trouve que ce livre est assez... Après, c'est dans le positif et dans les idées gentilles, etc. Donc, il est fait avec des bonnes intentions, donc je peux pas trop le critiquer, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau sérieux, précision, exactitude, y compris exactitude dans le fait qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas les réponses, le mec va très souvent vous dire « Oui, la science ne sait pas, mais bon, il suffit de fréquenter les animaux pour se rendre compte que... » Oui, mais en fait, on préférerait quand même avoir des réponses scientifiques claires. Et puis il dit très souvent aussi que les scientifiques, malheureusement, attendent d'avoir les preuves formelles que les animaux souffrent avant de considérer que c'est vrai, alors qu'on devrait peut-être plutôt partir de ce principe-là pour éviter de faire du mal. Alors ouais, mais ça c'est pas de la faute entre guillemets des scientifiques. J'ai envie de dire, les scientifiques, c'est normal qu'ils considèrent que une chose n'existe pas tant qu'elle n'a pas été prouvée, mais c'est pas les scientifiques qui sont responsables du fait que on torture des animaux, qu'on en tue des tas dans des circonstances horribles, etc. pour l'élevage et compagnie. Alors est-ce que les scientifiques auraient dû plus
rappeler qu'il y a une prudence, entre guillemets, épistémique, et on n'a pas prouvé non plus que les animaux ne ressentaient pas de douleur. Est-ce qu'ils auraient vraiment dû plus insister là-dessus ? Peut-être, mais ça c'est vraiment plus quelque chose de moral que quelque chose de scientifique en fait. Les scientifiques auraient pu dire, je vous rappelle qu'on sait pas, et non pas qu'on a conclu qu'ils en avaient pas, mais c'est tout ce qu'ils auraient pu faire, et je suis pas sûre que ça aurait changé les comportements des gens. Donc j'ai pas trop aimé non plus l'insistance sur le fait de dire les scientifiques, ce que vous faites c'est pas bien, et pourquoi toujours attendre d'avoir des preuves physiques, formelles, etc., que les animaux souffrent, c'est quand même cruel d'avoir attendu ça. Moi je pense que la faute est pas trop à mettre sur les scientifiques, et que c'est des questions de méthode, et pas des questions de cruauté, ou parce que les scientifiques sont des carnistes. Mystère et découverte, moi j'ai pas découvert grand chose malheureusement. Comme je vous dis, pour quelqu'un qui découvrirait toutes ces anecdotes, je pense que ce livre pourrait être vraiment sympa, parce que les anecdotes en elles-mêmes elles sont cool, mais moi à chaque fois je faisais que me rappeler de où est-ce que j'avais déjà entendu ça, et combien de fois je l'avais déjà entendu. Si vous aussi vous avez la trentaine et que vous vous intéressez aux animaux depuis que vous êtes petit, je pense que ce livre ne vous apportera pas l'épanouissement. Après voilà, pour des gens jeunes, ça peut être cool. Pour des gens jeunes ou pour des gens qui n'y connaissent rien et qui auraient envie de se lancer dedans. L'écriture, elle est sympa, sans plus, y a rien de spécialement littéraire sophistiqué, mais on comprend tout très bien, c'est bien expliqué, comme je vous dis, les anecdotes sont mignonnes, il y a des petites histoires, on a envie de savoir la suite, etc. Non, l'écriture est sympa. Poésie et contemplation, il y en a pas, à part à des moments où le mec va vous décrire des scènes en vous disant justement que lui, il y a vu quelque chose de beau ou de poétique, mais des fois il se moque un peu justement de ce genre de sensations, en disant que c'est subjectif de la part des humains de trouver par exemple que les écureuils sont mignons et que les tiques ne méritent pas d'exister, ce genre de choses. Alors ouais, ça peut être utile encore une fois si ça s'adresse à des gens de 15 ans ou quoi, de les faire réfléchir sur ce genre d'idées un peu clichés, de détester certains animaux, d'en aimer d'autres et de se rendre compte que c'est partial, mais je pense que sinon la plupart des gens le savent quand même. Après, si vous connaissez des gens stupides, mais le problème c'est que les gens stupides ils vont pas évoluer avec ce livre, je suis désolée d'être pessimiste, mais voilà, souvent ils oublient ce qu'on leur dit et ils tournent en boucle dans leur tête et donc ils en resteront au même point. Donc moi je pense vraiment que c'est pour les jeunes que c'est le plus utile. Suspense et action, il y en a pas vraiment, mais on s'ennuie pas non plus parce que les anecdotes sont mignonnes. Dialogue, il y en a pas. Après, et on nous parle un peu des dialogues entre les animaux. On nous dit par exemple que les corbeaux se donnent des noms les uns aux autres et que ils ont... Ça c'est une chose que je savais pas, donc je vous le dis. Donc je vais vous enlever le peu d'anecdotes que vous connaissiez pas déjà du livre, mais c'est pour vous citer des exemples au moment où j'y pense. Donc les corbeaux, ils se donnent des noms, ils ont des croissements différents pour se désigner eux-mêmes et pour désigner les autres, et du coup pour se présenter ils peuvent donner leur propre nom et utiliser les noms des autres pour les appeler, etc. Et ils peuvent les dire plus aigus quand ils sont contents de voir un tel, et plus grave quand ils sont moins contents de le voir. Donc ça c'est quelque chose que je savais pas, donc je trouve ça sympa, même si ça me surprend pas. Maintenant quand j'entendrai un corbeau qui communique avec un autre en parlant en grave ou quoi, je me dirais tiens celui-là il le trouve pas cool ou quoi, alors que ça c'est une info que j'avais pas. Je m'attendais à ce qu'on nous parle aussi du fait que les dauphins aient des prénoms et ils ont des mots, etc., vraiment un langage et tout, mais non, on n'est pas passé par les dauphins malheureusement, entre guillemets, parce qu'encore une fois je me serais dit je le sais déjà, mais j'avais pensé dans la catégorie langage qu'on allait y passer, et non. Après on a une histoire de cochons qui reconnaissent leur nom et qui vont chacun leur tour manger quand on les appelle. Je pense que tout le monde aussi est à peu près au courant que les cochons sont à peu près intelligents comme les chiens, voire comme les plus intelligents des chiens. Du coup, vu que les chiens reconnaissent leur nom et qu'ils savent aussi s'il y a plusieurs chiens, quand on en appelle un, c'est le chien précis qu'on appelle qui vient et pas tous, ce genre de truc. Je pense qu'on n'est pas étonné que ce soit pareil pour les cochons. Après, je vous laisse faire les expériences avec d'autres types d'animaux et nous confirmer. Je pense qu'avec les chevaux, c'est à peu près possible aussi. Pour les chats, je me suis pas trop rendu compte. Généralement, comme les chats, on les appelle quand ils vont manger et qu'ils sont très intéressés par la bouffe, ils y vont tous. Puis les chats, ils sont pas intéressés par le fait de respecter les règles, entre guillemets. Donc si on leur dit tu manges avant ou tu manges après, ou vous mangez chacun votre tour et tout, les chats... si on les y oblige pas, ils en auront rien à foutre. Donc est-ce que c'est parce qu'ils comprennent pas ou c'est parce qu'ils en ont rien à foutre? Moi je pense plutôt qu'ils en ont rien à foutre, je pense qu'ils reconnaissent leur nom, mais que l'idée que quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes ait à manger leur donne envie de venir quand même. Mais voilà, là aussi c'est que mon avis et il faudra le vérifier. Note globale, du coup je lui mets 6. Comme je vous dis, pour moi c'est un livre qui est quand même plutôt sympa, ça se laisse totalement lire. Comme je vous avais dit hier, du coup vu que moi comme je vous disais c'était hier que j'ai fait mon dernier livre, même si vous du coup ce sera sûrement avec beaucoup plus de temps d'écart, j'avais beaucoup la migraine, etc., avec les allergies de printemps. Ce livre ne m'a donné aucune difficulté de compréhension, il passait tout seul, je pouvais même écouter que d'une oreille vu que je connaissais tout à peu près déjà. Donc
Donc si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas d'énergie, que vous avez envie de lire un truc simple, ça peut servir. Moi j'ai passé un agréable moment, mais c'était un peu trop court, je connaissais déjà toutes les histoires, sauf comme je vous disais les corbeaux. Une autre histoire que je connaissais pas, que du coup je vous dis, c'était que les loups pouvaient pas se faire apprivoiser aussi bien que les chiens, parce que quand ils sont bébés, ils sont aveugles et sourds pendant leurs 4 premières semaines, alors que les chiens, c'est pas leur cas, et que du coup les chiens arrivent tout bébés à déjà s'habituer aux humains, alors que les loups, à ce moment-là, pendant les 4 premières semaines où ils sont juste avec le tactile et l'odorat, et ben ils sont que collés à leur mère et leur frère, et ils ont pas d'interaction avec les humains. Donc finalement, les humains, pour eux, seront toujours des étrangers, parce qu'ils les auront pas connus dans le tout début de leur vie. Je trouve ça très intéressant, mais du coup ça pose la question de qu'est-ce qui se passerait si un humain était suffisamment proche d'une louve, ou si c'était des chiens-loups, du coup, c'était une chienne qui avait des bébés chiens-loups, et que l'humain, du coup, il touchait pendant les premiers jours. Je dis qu'il faudrait être proche de la louve ou de la chienne, parce que forcément, il faut qu'elle l'accepte, hein, mais voilà, du coup, si l'humain pouvait être proche tactilement des bébés pendant leurs 4 premières semaines, est-ce que là, leur comportement changerait? Moi, c'est la question que je me pose. Malheureusement, on n'a pas la réponse à cette question, je pourrais faire une recherche sur internet, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, une autre anecdote que je connaissais pas, mais il y en a vraiment peut-être 2 ou 3 que je vous ai à peu près déjà cités dans tout le livre, et la plupart des autres, c'est des trucs que j'ai entendus et réentendus, et ça me dérange pas, mais ça change pas ma vie non plus, quoi. Si vous aimez les choses qui parlent d'animaux et qui sont assez simples, allez-y, parce que voilà, niveau passe-temps, divertissement, ça peut faire l'affaire. En tout cas, niveau apprentissage, ouais, je vous dis, c'est plutôt pour des ados. Donc voilà, je ne peux pas en dire vraiment plus sur un livre aussi court et avec aussi peu de contenu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et je vous dis à la prochaine, je l'espère, pour un livre plus long. Salut!